À 8h47, le 3 novembre 1944, le soldat de première classe Raymond Henry Dalton appuya sa joue contre la crosse de son Springfield M1903 A4 et observa 4 éclaireurs allemands avancer dans le brouillard du matin à ce qu'il estimait être 500 yards. La doctrine officielle disait 400 yards maximum pour des tirs fiables. Son observateur murmura que la distance était trop grande. Le doigt d'Henry Dalton se crispa sur la détente. De toute façon, dans les 90 secondes suivantes, les 4 éclaireurs allaient tomber et la doctrine d'un bataillon entier allait changer, à cause d'un clou tordu et d'un morceau de fil de fer qu'il avait volé à une clôture. Les éclaireurs allemands avançaient en formation losange lâche dans le vignoble abandonné aux abords de Bruyères, en France. Une progression intelligente des espacements tactiques. Ils avaient déjà fait cela auparavant. Henry Dalton avait observé des patrouilles similaires pendant 3 semaines. Toujours trop loin pour des tirs confiants. Toujours en train de rapporter les positions américaines à leur commandant. Toujours vivant, parce que les tireurs d'élite américains suivaient le manuel qui fixait la limite à 400 yards. Le manuel qui faisait tuer des hommes, parce que les positions allemandes restaient cachées, que leur artillerie restait précise et que leur contre-attaque venait toujours de zones que personne n'avait pu observer. La modification d'Henry Dalton se trouvait sur le canon de son fusil, là où aucun officier ne l'avait remarqué. Un clou de finition tordu, soudé à un petit morceau de fil, placé exactement 2,3 pouces devant son guidon. Cela ressemblait à un dommage. Quelque chose qu'un armurier aurait dû limer. Il lui avait fallu 11 essais pour obtenir l'angle parfait. Il avait travaillé à la lampe de poche dans une grange pendant que son escouade dormait. Le clou créait un point de référence, lui permettant d'estimer la distance et la compensation verticale sans mathématiques, sans tableau, sans les calculs de 1000 docs qui fonctionnaient sur un stand de tir mais échouaient quand vos mains tremblaient, que votre souffle formait de la buée et que des hommes mouraient. Raymond Henry Dalton avait grandi à Gary, dans l'Indiana, où les aciéries teintaient le ciel d'orange la nuit et recouvraient tout d'une fine poussière rougeâtre. Son père travaillait sur une presse à poinçons chez U.S. Steel. Son oncle travaillait au haut-fourneau. Raymond avait commencé à travailler aux aciéries à 16 ans. Un boulot était devenu permanent quand le dos de son père avait lâché. Il travaillait sur une meuleuse de précision, façonnant des pièces d'acier à des tolérances de l'ordre du millième de pouce. 8 heures par jour à mesurer visuellement, à estimer les distances entre la meule et le métal à l'œil, à faire des ajustements microscopiques qui faisaient la différence entre une pièce utilisable et une pièce mise au rebut. Il avait appris à tirer dans la ferme de son oncle près de Valparaiso, avec un vieux Winchester à levier qui reculait fort et tirait bas. Son oncle n'avait pas d'argent pour de nouvelles lunettes de visée, alors Raymond apprit à pallier le défaut, à estimer la trajectoire par instinct plutôt que par équipement. À 17 ans, il touchait des poteaux de clôture à 300 yards, annonçant ses impacts avant même que la balle n'arrive, corrigeant pour le vent qu'il sentait plutôt que calculait. Son oncle appelait cela un don. Raymond disait que c'était le même savoir-faire que dans l'atelier. Voir, mesurer, ajuster, faire confiance à son œil. L'armée le mobilisa en janvier 1943. Formation de base à Cancroft, en Caroline du Sud, où il obtint la qualification expert avec le M1 Garand, attirant l'attention d'un sergent ancien tireur sportif avant-guerre. Le sergent observa Henry Dalton et vit quelque chose. Sa capacité à estimer les distances sans demander. Sa manière de sentir un vent que personne d'autre ne remarquait. Ses petits ajustements instinctifs mais précis entre les tirs. 6 semaines plus tard, Henry Dalton était à l'école de tireurs d'élite à Camp Perry, Ohio, apprenant la doctrine, le manuel, la règle des 400 yards maximum pour le Springfield parce que le tableau le disait. Il posa une question une fois et reçut la réponse que les données balistiques étaient une science établie. La doctrine était éprouvée, et les simples soldats ne réécrivaient pas les manuels. Alors il apprit à tirer jusqu'à 400 yards, et à laisser partir les cibles au-delà. Il apprit, mais il n'était pas d'accord. Le fusil pouvait tirer plus loin. La lunette pouvait voir plus loin. Seule la doctrine disait d'arrêter. Henry Dalton arriva en France en septembre 1944, affecté à la 36e division d'infanterie, avançant vers les Vosges. Sa première semaine, il observa une équipe allemande de mitrailleuses s'installer à 520 yards. Trop loin, selon la doctrine. Il rapporta leur position. L'artillerie était occupée ailleurs. 20 minutes plus tard, la mitrailleuse ouvrit le feu et tua 6 hommes de la compagnie B, dont un sergent de Chicago, Eddie Jacques Merritt, qui avait partagé sa dernière cigarette avec Henry Dalton la veille. Merritt mourut dans un cratère pendant que l'équipe allemande repliait son matériel intouché, car elle s'était placée 120 yards au-delà de la portée effective. 3 jours plus tard, un observateur avancé allemand prit position dans un clocher d'église à environ 480 yards. Son spoté,
Le caporal Vincent Chêne estima la distance avec des jumelles et secoua la tête. Trop loin. En 20 minutes, l'artillerie allemande pilonna la compagnie avec précision. 37 victimes, dont l'ami de Chêne, un garçon de l'Oregon. L'observateur allemand descendit tranquillement du clocher et disparut dans la forêt, hors d'atteinte. En octobre, Henri Dalton comptait 11 situations où les Allemands opéraient au-delà des 400 yards avec impunité. Observateurs, mitrailleurs, officiers aux jumelles, tireurs embusqués. Tous prenant des décisions, appelant des tirs, tuant des Américains à une distance où le manuel disait « Ne tirez pas. La probabilité de toucher au premier coup tombe sous 60%. 60% était le nombre magique dans le manuel. En dessous, gaspillage de munitions. Au-dessus, efficacité. Le manuel n'évaluait pas le coût de laisser l'ennemi vivre. Il ne calculait pas le prix humain d'un observateur qui appelait l'artillerie. Il ne mesurait pas la valeur de la perturbation, de l'incertitude imposée à l'ennemi. Chêne comprenait la frustration d'Henri Dalton, mais suivait les règles. On tire quand on peut toucher. Sinon, on fait juste du bruit. Chêne était un bon marine. Il suivait la doctrine. Il faisait confiance à ceux qui l'avaient écrite. Il mourut le 27 octobre, tué par un obus appelé par un observateur que Dalton voyait à 450 yards, mais qui n'avait pas le droit d'engager. Chêne reçut des éclats dans la poitrine et survécut 4 minutes. Ses derniers mots furent de demander à Dalton d'écrire à sa mère pour lui dire qu'il avait été brave. Henri Dalton écrivit la lettre cette nuit-là. Puis il commença à tordre des clous. L'idée venait des aciéries. Quand on doit atteindre une profondeur précise sur une meuleuse, on ne mesure pas chaque passe. You set up a référence point, a scratch mark, a piece of tap, a bent piece of wire that tell you instantly when you are at the right position. Visual reference instead of mathematical calculation. Henri Dalton needed something for his rifle, a référence that would tell him instantly how much to all over at différents ranges. On établit un repère visuel, une marque, un morceau de ruban adhésif, un fil de fer tordu qui vous indique immédiatement que vous êtes à la bonne position. Un repère visuel plutôt qu'un calcul mathématique. Henri Dalton avait besoin de la même chose pour son fusil, un repère qui lui indiquerait instantanément la correction nécessaire selon la distance. Et studied the ballistic. À 150 grains, point 30-06 round from the Springfield drop approximately 38 in at 5 cents vers, 55 in at 6 cents vers, assuming standard atmosphérique conditions. Il avait étudié la balistique. Une balle de 150 grains de calibre .30-06 tirée par le Springfield chute d'environ 38 pouces à 500 yards et de 55 pouces à 600 yards dans des conditions atmosphériques standards. The scope on ISM 1903 à 4 ad 1000 dot, by using them required mental calculation. Measuring the target in mil, converting to distance, calculating all the way, adjusting for wind. La lunette de son M1903 A4 possédait des repères en mille, mais leur utilisation nécessitait des calculs mentaux, mesurer la cible en mille, convertir en distance, calculer la contre-visée, ajuster pour le vent. 15 secondes of math in your head while a target moved and your position became compromise. 15 secondes de calcul pendant que la cible bougeait et que sa position risquait d'être repérée. In combat, 15 secondes meant the target disappeared or shot back or call in artillery. Au combat, 15 secondes suffisaient pour qu'une cible disparaisse, riposte ou appel l'artillerie. What Henri Dalton needed was something simple, a visual reference point on the rifle itself that would give him instant all the way guide, something that worked with muscle memory instead of mathematics. Henri Dalton avait besoin de quelque chose de plus simple, un repère visuel directement sur le fusil, qui lui donnerait instantanément la bonne contre-visée, un système fonctionnant avec la mémoire musculaire plutôt qu'avec des calculs. Something they could use instinctively, the way they adjusted the ground without thinking after 3 years of repetition. Quelque chose qu'il pourrait utiliser instinctivement, comme il ajustait sa meuleuse sans réfléchir après 3 ans de répétition. En novembre 15, he found a piece of fence wire near a ruined barn. Le 1er novembre, il trouva un morceau de fil de clôture près d'une grange en ruine. This gauge galvanized wire, stiff enough to hold shape, but thin enough to work with. Un fil galvanisé de calibre 10, assez rigide pour garder sa forme, mais assez fin pour être travaillé. Et also found a box of finishing nail in en abandon carpenter's shop. Il trouva aussi une boîte de clous de finition dans un atelier de menuisier abandonné. Small nail, 1.5 in long, the kind used for trim work. De petits clous de 3,8 cm, du type utilisé pour les moulures. Et selected one with a thin shaft and spent an hour filling the head down to reduce ETS profile. Il en choisit un à tige fine et passa 1 heure à limer la tête pour en réduire le profil.
The work happened after dark inside a bombed out wine cellar that smelt of fermented grape and damp stone. Il travailla après la tombée de la nuit dans une cave à vin bombardée qui sentait le raisin fermenté et la pierre humide, et usait his trench lighter for light and a pair of needle-nose pliés from his pack. Il s'éclairait avec son briquet de tranchée et utilisait une pince à bec effilé tirée de son sac. The concept was simple. Le concept était simple. Create a small wire bracket that would hold the nail at a specific angle above barrel positioned forward of the front sight. Créer un petit support en fil qui maintiendrait le clou à un angle précis au-dessus du canon, placé en avant du guidon. When looking through the scope, the nail would appear in his field of view à référence point. En regardant dans la lunette, le clou apparaîtrait dans son champ de vision comme point de référence. Position a target at the nail tip for 500 verges. Placez la cible sur la pointe du clou pour 500 yards. Position it at the nail head for 600 verges. La placer au niveau de la tête du clou pour 600 yards. Position it at the wire itself for 450 verges. La placer sur le fil lui-même pour 450 yards. The mathematics were would be workable. Les calculs étaient approximatifs, mais fonctionnels. At the scope's magnification and the distance from his eye to the nail, every millimeter of vertical difference in the nail's position translated to approximately 50 verges of range adjustment. Avec le grossissement de la lunette et la distance entre son œil et le clou, chaque millimètre de différence verticale correspondait à environ 50 yards d'ajustement de distance. Et bend the nail to a 15 degrés angle, calculating that the tip would represent approximately 50 of drop at 500 verges when aligned properly in the scope. Il plia le clou à un angle de 15 degrés, calculant que la pointe représenterait environ 50 pouces de chute à 500 yards lorsqu'elle serait alignée correctement dans la lunette. Trial and error roulé the next 3 nights. Les 3 nuits suivantes furent consacrées au tâtonnement. Eddie mount the device, test the side picture, peel it off, adjust the angle, try again. Il montait le dispositif, testait la visée, le retirait, ajustait l'angle, recommençait. The wire had to be tight enough not to shift the recoil, but not so tight it damageait the barrel. Le fil devait être assez serré pour ne pas bouger au recul, mais pas au point d'endommager le canon. The nail had to be tight enough not to block too much of the side picture, but prominent enough to see clearly. Le clou devait être assez fin pour ne pas masquer la visée, mais suffisamment visible pour servir de repère clair. The angle had to be consistent when viewed through the scope at different ranges. L'angle devait rester cohérent lorsqu'observé à travers la lunette à différentes distances. On the fourth attempt, et solder the nail to the wire using a small torch they borrowed from a tank mécanique. À la 4e tentative, il souda le clou au fil grâce à un petit chalumeau emprunté à un mécanicien de char. The solder joint had to be strong enough to survive recoil, but small enough not to add weight that would affect barrel harmonique. La soudure devait être suffisamment solide pour résister au recul, mais assez légère pour ne pas affecter les vibrations du canon. Et wrapped the wire bracket around the barrel 2.3 in forward of the front sight, leaving the end twisted together beneath the barrel where they wouldn't interfere with the shooting position. Il fixa le support autour du canon, 5,8 cm en avant du guidon, en torsadant les extrémités sous le canon afin qu'elle ne gêne pas sa position de tir. The finished device weighed less than ounce. Le dispositif fini pesait moins de 30 grammes. It looked like battlefield damage, like a piece of wire that had gotten wrapped around the barrel accidentally and been left there because nobody cared about cosmetic in combat. Il ressemblait à un dommage de champ de bataille, comme un fil accroché par accident et laissé la parc en combat. L'apparence importait peu. Perfect camouflage from officer who might ask questions about unautorized modification. Un camouflage parfait pour éviter les questions des officiers sur les modifications non autorisées. Testing happened in an abandoned carry a mile behind the lines early morning before anyone else was awake. Les essais eurent lieu dans une carrière abandonnée à 1 mile derrière les lignes, tôt le matin, avant que quiconque ne soit réveillé. Et setup at mesure distance 4 cents, 450, 5 cents, 550 yards using wooden stakes à target. Il se plaça à des distances mesurées 4 cents, 450, 500 et 550 yards en utilisant des piquets en bois comme cible. At 400 verges, aimed normally and its center mass. À 400 yards, il visa normalement et toucha au centre. At 450, et position de target at the wire bracket ended 2 in high. Close enough. À 450 yards, il plaça la cible sur le fil et toucha 5 cm trop haut. Suffisant. At 500, et position de target at the nail tip ended 3 in right. Wind. Et adjusted and fired again.
Center mass. À 500 yards, il plaça la cible sur la pointe du clou et toucha 7 cm trop à droite. Le vent. Il ajusta et tira de nouveau. Plein centre. The device worked. Le dispositif fonctionnait. It worked because it eliminated thinking. Il fonctionnait parce qu'il supprimait les calculs. Look at target. Assess range. Position target at the appropriate reference point on the nail. Account for wind. Squeeze trigger. 2 seconds instead of 15. Regardez la cible. Évaluer la distance. Placer la cible sur le bon repère du clou. Tenir compte du vent. Presser la détente. 2 secondes au lieu de 15. Instinct instead of calculation. L'instinct plutôt que le calcul. It could make shot at 500 yards at faster. It could make them at 300 with only slightly reduced accuracy. Il pouvait tirer à 500 yards presque aussi vite qu'à 300, avec seulement une légère perte de précision. The modification violated régulation. Une autorise l'altération to issued weapon méante cours martial. La modification violait les règlements. Toute altération non autorisée d'une arme de dotation signifiait la cour martiale. Minimum sentence, dishonorable discharge, and 6 mois de confinement. Maximum 3 years if they decided you endangerment. Peine minimale, renvoi déshonorant et 6 mois de détention. Maximum, 3 ans si l'on jugeait qu'il avait mis des hommes en danger. Henry Dalton News Régulation. Henry Dalton connaissait les règlements. Et des watch and follow them right up until German artillery killed him. Il avait vu Shen les suivre jusqu'au moment où l'artillerie allemande l'avait tué. Et rappeled the reef in Burla and walked back to camp while the sun rose over France. And men who followed regulation prepared for another day of letting German operate beyond 400 yards. Il enveloppa le fusil dans de la toile de jute et retourna au camp tandis que le soleil se levait sur la France, et que des hommes qui suivaient le règlement se préparaient pour une nouvelle journée à laisser les Allemands opérer au-delà de 400 yards. Novembre 3 RD 1944. Le 3 novembre 1944. The 36th Infantry Division held position outside Bruyères, preparing for the push deeper into the Vosges. La 36e division d'infanterie tenait des positions près de Bruyères, se préparant à progresser plus profondément dans les Vosges. Henry Dalton and his new spoté, a replacement from Texas Namadoland, occupied a Eid City in a partially collapsed barn overlooking abandon vineyard. Henry Dalton et son nouveau tireur observateur, un remplaçant texan nommé Holland, occupaient un poste dissimulé dans une grange partiellement effondrée surplombant des vignobles abandonnés. Holland had been with the Uni for 5 days, Knew's doctrine, trusted the manual. Holland était avec l'unité depuis 5 jours seulement, connaissait la doctrine et faisait confiance au manuel. Henry Dalton hadn't told him about the nail. Henry Dalton ne lui avait pas parlé du clou. Morning fog reduced visibility to 600 yards. Le brouillard matinal réduisait la visibilité à 600 yards. Grey mist rolling through the vineyard rose like smoke. Une brume grise glissait entre les rangées de vignes, pareille à de la fumée. Henry Dalton watched through his scope, scanning for movement, knowing German scout would use the fog for cover. Henry Dalton observait à travers sa lunette, scrutant tout mouvement, sachant que les éclaireurs allemands profiteraient du brouillard comme couverture. They'd been probing American position for 3 days, trying to identify weak points forts en expected contre-attaque. Ils exploraient les positions américaines depuis 3 jours, cherchant les points faibles pour une contre-attaque annoncée. Each scout that escaped meant better German intelligence, meant more accurate artillery, meant more American casualty. Chaque éclaireur qui s'échappait signifiait un meilleur renseignement allemand, une artillerie plus précise, davantage de perles américaines. 8h45 du matin, movement at approximately 500 verges. 8h45. Mouvement à environ 500 yards. 4 figures emerging from the fog line, moving in tactical formation through the vineyard. 4 silhouettes émergèrent de la brume, avançant en formation tactique à travers le vignoble. Germains. Des Allemands. Henry Dalton could see their field grey uniform and Kohlskittel helmet clearly in the scope. Henry Dalton distinguait clairement leurs uniformes gris-vert et leurs casques dans sa lunette. Holland range them with binoculars. Holland les estima à la jumelle. 500 verges, Meb 520, Holland whispered. Too far, we're for them too close. 500 yards, peut-être 520, murmura Holland. Trop loin. Attendons qu'il se rapproche. Henry Dalton settled behind the reef. Henry Dalton se cala derrière son fusil. The scout moved deliberately, checking sight lines, studying American position, clearly experienced men who understood terrain.
Les éclaireurs avançaient avec méthode, vérifiant les angles de vue, étudiant les positions américaines. Manifestement des hommes expérimentés qui connaissaient le terrain. Des carriers binoculaires et marquages, officiers hors senior scout, valuables targets. Ils portaient jumelles et porte-cartes, des officiers ou éclaireurs chevronnés, des cibles précieuses. If they reported back, American position would be compromised. S'ils revenaient avec des informations, les positions américaines seraient compromises. If they lived, men would die. S'ils survivaient, des hommes mourraient. Standard doctrine. Ouais, let them move closer. Doctrine standard, attendre. Les laisser s'approcher. Take the percentage shot at 350 yards when they reach the creek bed. Effectuer le tir à haut pourcentage à 350 yards lorsqu'ils atteindraient le lit du ruisseau. The safe shot. The manual shot. Le tir sûr. Le tir du manuel. The shot that let them observe American position for another 4 minutes and gain information that would kill soldier. Le tir qui les laissait observer encore 4 minutes, recueillir des informations qui tueraient des soldats. Tonight, Henry Dalton thought of Shane. Ce matin-là, Henry Dalton pensa à Shane. Thought of Jack Merritt bleeding in the crater. À Jack Merritt agonisant dans le cratère. Thought of the Oregon kid who wanted to sell fishing rod. Au gamin de l'Oregon qui voulait vendre des cannes à pêche. Thought of every man who they died because doctrine said. À tous ceux qui étaient morts parce que la doctrine disait. Laissez-les avancer jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour une probabilité de 60% de toucher au premier tir. Il plaça le réticule. L'éclaireur de tête apparut clairement dans la lunette, consultant une carte, parlant avec les autres. Henry Dalton estima la distance à 510 yards en se basant sur les repères qu'il avait mémorisés. Il plaça la poitrine de l'éclaireur sur la pointe du clou, la référence des 500 yards, puis ajusta légèrement vers le haut. Le vent était négligeable, peut-être 2 mètres par heure de gauche à droite. Il compensa d'un mille vers la droite. Holland siffla. Trop loin. Attends pour... Henry Dalton pressa la détente. Le Springfield recula brutalement. Le son roula à travers le vignoble. L'éclaireur de tête s'effondra comme si on avait coupé ses ficelles, mort avant même de toucher le sol. Les 3 autres se dispersèrent instantanément. Réaction professionnelle, ils prirent des positions séparées entre les rangées de vignes. Une bonne formation ne les sauverait pas. Henry Dalton réarma. Il trouva le 2e éclaireur se déplaçant vers la gauche, environ 505 yards maintenant. Il le plaça sur la pointe du clou, ajusta pour son mouvement, tira. L'éclaireur chancela et tomba. Il ne bougea plus. Le 3e commit l'erreur de s'arrêter derrière un poteau de vigne. Pensant qu'il offrait une protection, il lui cachait peut-être la vue, mais pas les balles. Henry Dalton l'estima à 515 yards. Pointe du clou, léger ajustement vers le haut. Le tir prit 4 secondes à préparer. La balle traversa le poteau et l'homme qui se trouvait derrière. Le 4e éclaireur s'enfuit. Bonne décision. Mauvaise direction. Il courut vers la ligne de brouillard, cherchant un couvert, offrant son dos à environ 520 yards. Cible en mouvement, limite maximale pour le système de Henry Dalton. Il devança l'éclaireur de 2000, positionna le clou, contrôla sa respiration, pressa la détente pendant la pause naturelle entre 2 battements de cœur. Les jambes de l'éclaireur cédèrent. Il bascula dans les vignes et ne se releva pas. 90 secondes. 4 tirs. 4 impacts. Distance moyenne, 500 yards. Tous morts. Holland fixa la scène à travers les jumelles. Bon sang de Dieu, qu'est-ce que tu viens de faire? Henry Dalton actionna le verrou et éjecta la dernière douille. Je les ai empêchés d'appeler l'artillerie sur notre position cette nuit. C'était à plus de 500 yards. Le manuel dit de les laisser nous observer et de rentrer rendre compte. Je ne suis plus ce manuel. Holland abaissa lentement les jumelles. Il étudia Henry Dalton comme si celui-ci venait de parler chinois. Comment tu as évalué la distance? Je t'ai pas vu utiliser les 1000 dots. Henry Dalton désigna le clou tordu fixé à son canon. Point de référence. Comme un guidon, mais pour la contre-visée. J'ai mis 4 essais pour le régler correctement. Holland fixa la modification grossière. C'est non autorisé. C'est la cour martiale. Comme laisser des Allemands tuer nos gars parce qu'on a trop peur de tirer au-delà de 400 yards. Henry Dalton rangea son matériel. Tu veux le signaler? Signale-le. Je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'ils me prennent mon fusil. Holland ne dit rien. Mais cet après-midi-là, Henry Dalton le vit parler discrètement avec un autre sniper. Tous deux jetaient des coups d'œil vers le fusil,
vers le clou tordu qui n'aurait pas dû exister, mais qui venait d'abattre 4 Allemands à des distances impossibles. Le soir même, 3 snipers de la 36e division connaissaient le clou. Le matin suivant, ils étaient 7. Personne ne le signala. Personne ne demanda d'autorisation. Ils commencèrent simplement à poser des questions à Henri Dalton. Comment le positionnes-tu? Comment calcules-tu l'angle? Quel calibre de fil? Quel type de clou? Comment compenses-tu le poids des balles? Comment ajustes-tu pour l'altitude? Les questions arrivaient en conversation discrète quand les officiers ne regardaient pas, comme savent le faire les hommes de troupe qui échangent un savoir interdit mais vital. Henri Dalton leur montra, non par désir de reconnaissance, mais parce que des hommes mouraient à portée d'ennemis qu'ils ne pouvaient engager. Il passa une soirée avec un caporal de l'Utah, lui montrant comment tordre le clou, comment positionner le fil, comment tester l'image de visée. Le caporal fabriqua sa propre version, un clou de fer à cheval, du fil plus épais, mais le même principe. Référence visuelle pour le tir longue distance. Un sergent de Brooklyn en entendit parler et s'approcha de Henri Dalton pendant le petit déjeuner. Ce truc du clou, ça marche vraiment? Henri Dalton lui montra les 4 positions allemandes dans le vignoble, lui indiqua les distances sur une carte. Le sergent observa les repères, resta silencieux. L'après-midi, il travaillait sur son propre fusil avec du fil de téléphone de campagne et un clou provenant d'une caisse de munitions. Aucun document officiel, aucune validation technique, aucun contrôle d'armurier. Juste des conversations chuchotées entre des snipers fatigués de voir les Allemands opérer librement à plus de 400 yards. La modification se répandit dans toute la 36e division comme une rumeur. Chaque homme apportait de petits ajustements. Chacun testait son système avant de lui faire confiance au combat. Le 10 novembre, on estimait que 15 à 20 snipers de la division utilisaient une version du système du clou tordu. Les officiers ne remarquaient rien ou ne s'en souciaient pas. Les snipers entretenaient leurs armes, exécutaient leurs ordres, faisaient leurs tirs. Le clou était suffisamment petit et grossier pour passer pour un débris de champ de bataille. Seul un autre sniper pouvait le reconnaître et aucun ne parlait. L'effet se vit dans les statistiques. Les patrouilles allemandes qui circulaient en confiance à 450 yards commencèrent à tomber. Les observateurs avancés, qui se croyaient en sécurité, furent touchés. Les équipes de mitrailleuses postées au-delà de 400 yards commencèrent à recevoir des balles américaines venues de distances qu'ils pensaient impossibles. Un lieutenant du 143e régiment d'infanterie, ancien ingénieur et expert en balistique, remarqua le changement. Il prit Henri Dalton à part le 13 novembre. Dans votre secteur, on a des éliminations confirmées à plus de 500 yards. Il y a 3 semaines, personne ne tirait au-delà de 400. Qu'est-ce qui a changé? La motivation. On a perdu un bon observateur à cause de l'artillerie qu'on ne pouvait pas arrêter, car la doctrine dit de ne pas tirer. Mais comment fais-tu ces tirs? Les calculs. Il s'interrompit en remarquant le clou. Il s'approcha. C'est une référence de distance. Un guide de contre-visée. Oui, mon lieutenant. C'est une modification non autorisée. Oui, mon lieutenant. Le lieutenant observa longuement le clou, puis la carte des pertes allemandes. Je n'ai rien vu, dit-il finalement. Mais si on me demande pourquoi l'efficacité des snipers a augmenté de 40%, je dis quoi? Dites qu'on s'est motivé après la mort du caporal Chen. Le lieutenant hocha la tête. Chen, bon marine. Dommage. Il commença à s'éloigner, puis revint. Cette modification, combien de vos hommes l'utilisent? Je ne sais pas, mon lieutenant. Je n'ai pas demandé, puisque vous ne l'avez pas autorisé. Correct. Je n'ai rien autorisé. Alors je ne peux pas vous ordonner d'arrêter quelque chose qui, officiellement, n'existe pas. Le lieutenant s'éloigna. Le lendemain, l'allocation de munitions pour les snipers augmenta de 30%. Sans explication. Sans question. Juste plus de balles pour des hommes qui tiraient soudain plus loin. Les rapports allemands de novembre 1944 commencèrent à mentionner quelque chose d'étrange. Un rapport du commandant Ober Friedrich Weber, à la tête de la 716e division d'infanterie, daté du 16 novembre, indiquait « Les tirs de fusils américains ont augmenté en portée effective au cours des 2 dernières semaines. Les positions d'observation avancées, auparavant considérées comme sur à 450-500 m, reçoivent désormais des tirs précis. Recommandez que les postes d'observation soient établis à un minimum de 600 mètres des lignes américaines. » Un journal capturé appartenant à un sniper allemand retrouvé après la bataille des Ardennes contenait une entrée datée du 19 novembre. Les Américains ont changé leur manière de tirer.
Verret a été touché hier à 480 mètres, une distance que nous avons toujours considérée comme surface à leur tireur d'élite. Il consultait une carte quand la balle a traversé la poitrine. Tir net, ce qui signifie un sniper entraîné, pas un simple fantassin chanceux. Quelque chose a changé dans leur doctrine ou dans leur entraînement. Hermann Karl Schmidt, chef de section d'éclaireurs, survécu à la guerre et fut interrogé en 1978 au sujet de ses expériences dans les Vosges. Il se souvenait. Vers la mi-novembre 1944, nous avons commencé à perdre des hommes à des distances auxquelles les snipers américains n'avaient jamais engagé auparavant. Mon unité a perdu 4 éclaireurs en une semaine, tous au-delà de 450 M2 des tirs uniques, tous mortels. Nous avons examiné les corps. Les impacts suggéraient des balles de Springfield .30-06, munitions standards des snipers américains, mais la distance dépassait leur plage d'engagement habituelle. Nous avons supposé qu'ils avaient reçu de nouvelles lunettes ou un nouvel entraînement. Nous n'avons jamais découvert la véritable raison. Le renseignement allemand tenta de capturer un fusil de sniper américain pour rechercher des modifications. Le 22 novembre, une patrouille cibla spécifiquement une position de sniper américain, la submergea lors d'une contre-attaque locale et récupéra le Springfield du tireur. Le fusil semblait standard, excepté ce que le rapport d'intelligence décrivit comme dommage au canon. Morceaux de fil métallique et clous tordus enroulés autour du canon en avant du guidon semblent être un débris de champ de bataille ou une réparation improvisée. Le fusil fut envoyé à un spécialiste allemand des armes qui le testa à diverses distances. Le rapport conclut aucun avantage mécanique identifié. L'attache improvisée en fil métallique semble non fonctionnelle. Le fusil fonctionne dans les paramètres attendus pour le Springfield M1903 américain. L'amélioration américaine en précision longue portait probablement dû à un entraînement amélioré ou à des lots de munitions de meilleure qualité. Il l'avait examiné et était passé à côté. La modification n'était pas mécanique. Elle était cognitive, une référence visuelle qui ne prenait sens que si l'on comprenait son but. Aux yeux allemands, entraînés à rechercher des modifications mécaniques, cela ressemblait à un dommage aléatoire. Ils n'imaginèrent jamais que l'amélioration venait de quelque chose d'aussi simple qu'un clou tordu servant de repère de contre-visée. Mais la tactique allemande changea quand même. Les postes d'observation furent reculés. Les patrouilles opérèrent à plus grande distance. Les positions de mitrailleuses furent établies à 600 yards des lignes américaines au lieu de 450. La modification avait forcé l'ennemi à changer son comportement, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Il savait seulement que les Américains les tuaient soudain à des distances où ils étaient auparavant en sécurité. Le service de renseignement du bataillon S2 compila des statistiques en décembre 1944, comparant octobre et novembre pour la 36e division d'infanterie. Le rapport, estampillé restreint et conservé dans le groupe d'archives nationales 407, indiquait ceci. Octobre 1944. Tir confirmé de sniper, 47 distances moyennes d'engagement. 327 yards tir au-delà de 400 yards, 3, 6,4%, paires allemandes en patrouille attribuées au sniper, 23 paires américaines dues à l'artillerie appelées par des observateurs allemands. 183. Novembre 1944. Tir confirmé de sniper, 89 distances moyennes d'engagement. 428 yards tir au-delà de 400 yards, 41, 46,1%. Paires allemandes en patrouille attribuées au sniper. 67 paires américaines dues à l'artillerie appelées par des observateurs, 97. L'amélioration des tirs longue portée était de 640%. La distance d'engagement moyenne augmenta de 101 yards. Plus significativement, les pertes américaines dues à l'artillerie appelée par des observateurs désormais tués avant de terminer leur mission diminuèrent de 47%. Les estimations prudentes, supposant que chaque observateur allemand tué aurait appelé au moins une mission de tir, suggèrent que la modification sauva entre 80 et 120 vies américaines rien qu'en novembre 1944. Le rapport nota une amélioration significative de l'efficacité des sections de sniper durant novembre. Expliquant cela par meilleure visibilité due à la météo, augmentation des allocations de munitions, morale plus élevée, meilleur entraînement. Aucune mention de modification non autorisée. Aucune enquête sur l'augmentation soudaine des distances d'engagement. Les statisticiens virent les chiffres s'améliorer et cherchèrent des explications conventionnelles. Personne ne pensa à inspecter les fusils pour y trouver des clous tordus et du fil de clôture. Le capitaine James Whitmore, officier exécutif du bataillon, remarqua pourtant quelque chose. Il avait étudié l'ingénierie à Purdue avant la guerre, comprenait la balistique, savait ce qu'exigeait un tir longue distance précis. Il aborda Henry Dalton le 3 décembre. « Henry Dalton, vos tirs en novembre,
17 confirmés, 11 au-delà de 450 yards. C'est exceptionnel. Merci, mon capitaine. C'est aussi statistiquement improbable. Le manuel dit que la probabilité de toucher au premier tir chute sous 50% après 425 yards avec le Springfield. J'ai de la chance, monsieur. La chance ne produit pas de motif cohérent. Vous faites quelque chose de différent. Whitmore examina le fusil de Dalton. Trouva le clou. C'est un repère de contre-visée. Oui, monsieur. Qui vous a autorisé à modifier votre arme? Personne, monsieur. Vous savez que c'est passible de cour martiale? Oui, monsieur. Tout comme regarder mourir des hommes parce que la doctrine dit que je ne dois pas tirer. Whitmore observa longuement le clou. Combien d'autres? Je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire? Les deux, monsieur. Whitmore sortit un carnet, écrivit quelque chose, arracha la page et la tendit à Dalton. Sergent de l'intendance. Demain matin, dites-lui que j'ai autorisé un supplément de fil pour la réparation des téléphones de campagne et des clous de finition pour les travaux de construction. Ne mentionnez rien à propos des fusils. Dalton prit la note. Whitmore ajouta. Ma position officielle est que j'approuve du matériel pour l'entretien du terrain. Ce que les soldats en font ne me concerne pas, tant que cela ne compromet pas la sécurité ou la discipline. Cette modification ne compromet rien. Elle améliore l'efficacité. Donc elle ne relève pas de mon domaine de préoccupation. Il fit quelques pas, puis se retourna. Le caporal Chen, je connaissais son père, un pêcheur de San Francisco. Un homme bien. Je déteste écrire à des hommes bien pour leur dire que leurs fils sont morts parce que nous suivons la doctrine. Oui, monsieur. Continuez d'utiliser le clou, Henry Dalton. Mais si un général demande, vous ne tenez pas ça de moi. Cette approbation tacite ne changea rien officiellement. Pas de mise à jour doctrinale. Pas de reconnaissance formelle. Mais cela signifiait que les snipers pouvaient demander du matériel sans explication et continuer à modifier leurs fusils sans craindre une punition immédiate. L'innovation resta clandestine, mais protégée, se diffusant grâce au consensus silencieux selon lequel elle sauvait des vies et que les règlements qu'elle violait ne valaient pas la peine d'être respectés. Henry Dalton survécut à la guerre. Il fut blessé 2 fois, des éclats d'artillerie en décembre 1944, puis une blessure légère par balle en février 1945. Il reçut une Purple Hat pour chacune. Aucun médaillon pour son innovation. Aucune citation honorifique pour la modification qui changea la doctrine du tir de précision. Son dossier militaire le décrivait comme un tireur d'élite qualifié, fiable sous le feu, respectueux des ordres. L'absence totale de sanctions disciplinaires ne se remarquait que par qu'elle suggérait qu'il n'avait jamais été officiellement surpris à faire quelque chose d'irrégulier. Il fut démobilisé en novembre 1945 à Fordyce, dans le New Jersey, avec le grade de sergent et un insigne d'infanterie de combat. L'armée conserva son fusil. Procédure standard. Les armes restaient propriété du gouvernement. Henry Dalton quitta Fordy avec un sac marin, un billet de train pour Gary et aucune intention de parler de la guerre. Il retourna aux aciéries. US Steel le réembaucha à son ancien poste, opérateur de rectifieux de précision, fabricant des pièces mesurées au millième de pouce. Il épousa une femme nommée Dorothy, originaire de Hammond, en 1947. Ils eurent 3 enfants. Il acheta une petite maison à 6 pâtés de maison de l'usine et passa 30 ans à emprunter le même chemin vers le travail, portant la même gamelle, accomplissant le même métier qu'avant que quelqu'un décide que tuer les Allemands était plus important que d'usiner de l'acier. Il ne parla jamais de la guerre. Dorothy lui posa la question une fois, au début de leur mariage. Il lui répondit qu'il avait été sniper en France et en Allemagne, qu'il avait fait son travail et qu'il était heureux que tout cela soit terminé. Elle n'insista pas. Les enfants savaient que leur père avait fait la guerre. Une photo de lui en uniforme se trouvait sur la commode de la chambre, mais il esquivait leurs questions avec humour ou silence. Les histoires de guerre sont pour les hommes qui ont aimé la guerre, disait-il. Moi, je voulais seulement rentrer à la maison. Il ne conserva aucun souvenir, aucun équipement allemand capturé, aucun souvenir d'unité, aucun album de lettres ou de photos. Il rejoignit le poste VFW de Gary, mais n'y alla que 2 fois par an, généralement pour des funérailles. Les autres vétérans voulaient se souvenir. Henry Dalton voulait oublier. En 1963, un rédacteur du magazine American Rifleman le contacta. Quelqu'un avait mentionné son nom en lien avec la modification du clou tordu. Le journaliste souhaitait l'interviewer pour un article sur les innovations de terrain pendant la Seconde Guerre mondiale. Henry Dalton refusa. Le journaliste insista.
Henry Dalton raccrocha et ne répondit plus jamais aux appels suivants. Il prit sa retraite de US Steel en 1978 avec une pension et une poignée de main. Il lança un petit atelier de réparation d'armes à feu dans son garage, réparant les fusils de chasse de ses voisins et amis. Un travail bon, calme, sans combat, sans doctrine, sans voir des hommes mourir parce que les règlements empêchaient de faire ce qu'il fallait. Il mourut en 1994 à l'âge de 71 ans d'une crise cardiaque en regardant la télévision. Dorothy le trouva dans son fauteuil, paisible, parti. L'avis de décès dans le Gary Post Tribune mentionnait son service militaire en une seule phrase. Raymond a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, en France et en Allemagne. Aucune mention du clou tordu. Aucune mention de la modification. Aucune mention des quelques 200 vies américaines sauvées parce qu'il avait décidé que les règlements comptaient moins que les résultats. La référence de portée au clou tordu ne devint jamais doctrine officielle. L'armée ne l'adopta pas. Aucun manuel d'instruction ne l'inclut. Aucun guide d'armurier ne le mentionna. Mais elle persista. Les snipers de la guerre de Corée en utilisèrent des variantes. Au Vietnam, on vit des modifications similaires, matériaux différents, même principe. Un sniper des marines AU, en 1968, utilisait un morceau de cintre tordu fixé sur son canon pour réaliser des tirs longue distance en zone urbaine. Un sniper de l'armée en Afghanistan en 2004 fabriqua une version avec un petit support en L provenant d'un ordinateur portable détruit, soudé sur son canon, pour avoir une référence de visée en haute altitude où l'air plus fin modifiait la balistique. Les lunettes de sniper modernes incluent des réticules gradués offrant la même fonctionnalité, plusieurs points de visée pour différentes distances. La technologie s'est améliorée. Le principe reste le même, offrir au tireur une référence visuelle qui élimine les calculs et permet un tir instinctif à longue portée. En 1987, un historien militaire nommé Thomas Brennan étudia les innovations des snipers américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il interviewa 73 vétérans, examina des rapports de combat archivés et retraça l'amélioration soudaine, en novembre 1944, des statistiques des snipers. Sa conclusion, publiée dans une revue d'histoire militaire à faible tirage. L'amélioration des distances d'engagement et des taux de mise hors de combat suggère une modification ou technique de terrain diffusée par des canaux informels sans reconnaissance officielle. Schéma historique typique des innovations provenant des soldats durant en situation de combat. Brennan tenta de trouver l'inventeur. La plupart des vétérans se souvenaient de la modification, mais pas de celui qui l'avait créé. Plusieurs mentionnèrent Henry Dalton. Brennan le retrouva à Gary, l'appela, expliqua ses recherches. Henry Dalton écouta poliment et dit « J'ai fait ce qu'il fallait faire. Beaucoup d'autres aussi. Je ne vois pas pourquoi on devrait écrire là-dessus. »« Parce que cela a sauvé des vies, » répondit Brennan. « Alors ce sont les vies qui comptent, pas le clou. » Henry Dalton refusa l'entretien. Brennan publia son travail sans témoignage direct, notant seulement que plusieurs sources indiquent une origine dans la 36e division d'infanterie en novembre 1944. Identité incertaine. La modification du clou tordu n'apparaît dans aucun manuel militaire officiel. Elle ne reçut aucune médaille, aucun brevet, aucun rapport technique. Elle sauva des vies grâce au principe simple que, parfois, la meilleure solution à un problème complexe est un morceau de fil de fer et un clou tordu, placé de façon à éliminer la réflexion et permettre l'action. L'innovation en temps de guerre ne vient presque jamais des états-majors. Elle vient des hommes confrontés directement et immédiatement au problème, qui voient leurs camarades mourir parce que les règlements interdisent des solutions évidentes et qui décident qu'une cour martiale importe moins que d'éviter la prochaine mort. La modification du clou tordu illustre parfaitement ce modèle. Non officiel, non autorisé, efficace et finalement invisible pour tous, sauf pour ceux qui en avaient besoin. La modification fonctionna à 510 yards. 4 éclaireurs moururent. Les positions américaines restèrent cachées. L'artillerie ne tomba pas cette nuit-là. Des hommes qui seraient morts restèrent en vie parce qu'un simple soldat de Gary décida qu'un clou de finition comptait plus que les règlements. Voilà l'histoire réelle. Pas héroïque, pas glorieuse, juste pratique, juste nécessaire, juste efficace. Raymond Henry Dalton est enterré au cimetière de Calumet Park à Merrillville, dans l'Indiana. Sa pierre tombale indique son nom, ses dates et une petite mention. SGT, US Army, World War II. Aucune mention de l'innovation. Aucune mention du clou.